Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Bienvenue à toutes et à tous dans cette ancienne nouvelle émission. Alors vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'il commence déjà avec une intro cryptique et qui est ce jeu? Ce jeu c'est Mehdi Dez de Dez Podcast, hein, votre hôte. Vous avez l'habitude si vous connaissez les autres émissions, et si vous nous découvrez, on vous invite à aller voir du côté de Dez Podcast, effectivement, qui est un rassemblement d'émissions culture contemporaine, jeux vidéo, comics, manga, animé, en veux-tu, en voilà. Mais je fais volontairement court parce qu'aujourd'hui vous êtes sur un format où on va parler effectivement d'humour, de stand-up avec deux acolytes que j'ai avec moi. Alors je ne lève pas les yeux au ciel en mode Genki Dama de Dragon Ball, mais parce qu'ils sont au-dessus de moi sur le setup vidéo. En l'occurrence Alexandra, salut Alex. Salut. Et David, hello David. Salut Mehdi, salut Alors, tout le monde. On va un petit peu enfin vous lâcher le titre de l'émission qui a été entre guillemets dur à assumer parce qu'il ne vient pas de moi, mais bon, comme chantaient certains groupes cultes de personnalité, il a été suggéré qu'on appelle ça comédie. Voilà, avec le petit jeu de mots qui va bien, que moi je me fais beaucoup rire, mais c'est vrai que c'est un peu dur à assumer, mais rassurez-vous, je vais m'y faire petit à petit. Et on va vous parler effectivement d'humour, de stand-up en particulier, mais pas que, hein, il est possible qu'on digresse sous d'autres formes, et on va en général se baser sur un spectacle qu'on aura vu ensemble, vous dire ce que ça nous inspire, qu'est-ce qui nous a fait rire ou pas, qu'est-ce qu'on a repéré comme influence, et voilà. Et donc on a choisi aujourd'hui sur la suggestion d'Alexandra justement, qui a été plutôt de bons conseils. Quel spectacle, ma chère Alex? Simon Amstel, et le nom du spectacle, je viens de l'oublier. Tu vas me le rappeler. Set free, donc ah oui, pardon. d'une certaine manière se libérer un petit peu telle une reine des neiges, et on va vous expliquer pourquoi justement il est question de cette libération. Juste avant de commencer, de donner la parole à David, vous dire qu'au-delà des émissions qu'on vous invite à découvrir de Dez Podcast, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook et YouTube pour les rediffusions, évidemment les replays. Vous avez tout, vous pouvez trouver sur nos réseaux à Dez Podcast, vous copiez-collez ça et vous trouverez sans peine. Et on a aussi un Patreon si vous voulez nous soutenir, ça commence à partir de 1€, et si vous n'avez pas envie ou que vous voulez apprendre à nous connaître avant, ou vous n'avez pas les moyens, simplement pensez à partager en plus de liker, parce qu'effectivement les joies des robots algorithmiques font que c'est que comme ça qu'on peut être visible. Alors David, on va un petit peu présenter le bonhomme. Qui est-il, d'où vient-il, ce cher Simon Amstel? On me souffle que ça viendrait du côté anglais, tout ça. Exactement, ça vient de la perfide Albion, ce Simon Amstel. Écoutez, pour rien vous cacher, moi c'est un personnage dont j'ignorais à peu près tout avant de regarder ce spectacle sur Netflix. Pareil. Je suis évidemment allé regarder un peu le reste de son boulot. Ouais, je crois qu'on est un peu tous dans ce cas. Il a une bonne tête, elle nous revenait bien, mais à part ça... Ouais, il a une tête de petit juif un peu sympa, là. On a l'impression de l'avoir déjà vu ailleurs, et en fait, vraisemblablement, c'était pas mon cas, en tout cas. Mais il s'avère que c'est une grande star de l'autre côté de la Manche. Enfin, grande star. C'est en tout cas une célébrité depuis un bon moment maintenant, parce qu'il anime des shows à succès qui sont des shows un peu de la culture pop depuis le milieu des années 2000, en gros. Il a eu une première émission sur Channel 4 qui s'appelait Pop World, et qui était autour de la musique pop, etc., qui passait tôt le matin, il me semble, et qui avait quand même un grand succès, peut-être une espèce d'équivalent du Morning Live ou quelque chose dans ce genre. Ce parallèle de l'extrême, j'adore. Ce parallèle de l'extrême, mais en fait, tu vas voir, j'ai un autre parallèle pas mal à suivre. Et il a enchaîné sur une émission à succès qui est une espèce de quiz où tous les invités sont en fait plus ou moins des célébrités. Pareil, c'est un quiz autour de la musique et de la pop, etc. Ça s'appelait Nevermind the Buzzcocks, pardon, qui est un jeu de mots avec Nevermind the Bollocks et des Sex Pistols, et Buzzcocks qui est le nom d'un autre groupe de punk anglais. Yes. Donc vraiment so british dans ce que l'Angleterre a à nous offrir de culture rock et pop, etc. Complètement. Et sur les saisons qu'il a animées de Pop World et de Nevermind, il s'est fait particulièrement remarquer par son ton ironique, sarcastique, quitte parfois à froisser, voire à faire quitter le plateau aux invités.
mais c'est ça qui le rend particulièrement apprécié. Voilà. C'est un personnage qui a une espèce d'ironie un peu flegmatique à l'anglaise, un peu piquant, toujours pince sans rire et souvent grinçant. À la fin des années 2000, au détour des années 2010, il a un petit revirement de carrière un petit peu, il tombe vraiment dans le stand-up. Là, il commence à avoir, comment dirais-je, à monter ses premiers spectacles et aussi à travailler en écriture. Pour la télé, il écrit un épisode de Skins. Il finira aussi par réaliser un film il y a 2 ans, en 2018, un long métrage qui s'appelle Benjamin, qui est, si j'ai bien compris, un genre d'autofiction. Et donc maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'il se pose vraiment en tant qu'auteur, et particulièrement en tant qu'auteur de stand-up. Il n'y avait pas une série aussi ? Oui. Une série qui parlait de sa vie et de sa vie de famille, je crois. J'ai lu ça vite fait, comme quoi il avait écrit et Grandma, je sais pas quoi. J'ai pas retenu le nom, mais il me semble qu'il a tourné 2 saisons d'une série. Ouais. Grandma's House en 2009 et qui a vraiment officiellement commencé en 2010 et du coup 2012 ça a été annoncé que ce serait la dernière saison de la série. Donc c'est plutôt, après c'est un truc très anglais hein. En général leur série c'est pas aussi YOLO que les formats américains et c'est très souvent très maîtrisé du côté de la BBC ou de Channel 4 quand ils annoncent des trucs ils savent on va dire globalement à peu près où ils vont, je trouve. Hein, je sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas, quand ils annoncent que c'est la fin, ils le savent un peu plus en amont que certaines décisions sur des gros groupes américains. Voilà. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de. Te contredise un peu, mais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas pu m'empêcher de penser quand tu le rappelais, David, et quand j'avais lu effectivement cette bio de ce cher Simon Amstel, un duo, une série notamment qui n'est pas anglaise, mais dont l'humour, on va dire, alors c'est toujours le cliché un peu facile, absurde ou décalé, ou c'est selon, qui est néo-zélandaise, qui était une série qui s'appelait Flight of the Conchords, qui est assez chouette et qui mixe un petit peu aussi ce que tu soulignais sur le côté, on va dire, musical, parce qu'il y a beaucoup de chansons dans Flight of the Conchords, qui est une série de 2 saisons, et qui est vraiment, c'est très très bon, mangez-en. Alors je sais pas si vous l'avez vu tous les deux, mais c'est complètement déglingue, et c'est des mecs, effectivement, avec un côté comme ça, flegmatique, un peu qui vivent à 2 dans leur appart, en mode... ça peut se rapprocher un peu de ce qui a été fait avec Simon Pegg sur la série Spaced, voilà, un côté comme ça, mec... pas reclus chez eux, mais voilà, vraiment petites gens, entre guillemets, même si j'ai un peu de mal avec ce terme-là, c'est le premier, comme ça, spontanément, qui me vient à l'esprit. Voilà, en tout cas, de ce que m'inspirait ce cher Simon Amstel. Ouais, à ceci près que, malgré le fait que c'est quand même pas dans un humour absurde à la montée de son du tout. Ouais. C'est quand même un truc assez ancré dans le réel, et on va le voir en parlant du spectacle, mais c'est des thèmes souvent biographiques qui reviennent, oui. etc. Quoi. Ouais. En tout cas, moi, le peu que j'ai vu sur les émissions, sur les plateaux télé qu'il a fait, ça m'a vraiment donné envie d'en voir plus et de le voir dans des séries ou dans des films. Je trouve que le personnage est vachement sympa, même si effectivement il est piquant et qu'il a l'air assez cassant, peut-être désagréable parfois, mais j'aime bien le style. J'aimerais bien le voir. Déjà, j'aimerais bien voir ses anciens stand-up. Même si j'ai regardé un petit peu. Il y a un ouais. précédent stand-up à lui qui est entièrement visible sur YouTube. Ouais, c'est Do Nothing, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai regardé un petit bout. Ouais. Et il y a pas mal d'extraits de Nevermind de Buzzcocks qui sont visibles en ligne aussi. Et à vrai dire, lui est très sympa, il est très drôle. Et quand on a vu ce spectacle, c'est un plaisir de retrouver sa verve et sa répartie cinglante. Mais il est entouré de personnes que moi je connais pas du tout, en tout cas. Et... Oui, donc on connaît pas forcément les références. Ouais. Ouais, et je pense que c'est vraiment des personnages qui font partie un peu de l'univers culturel des Anglais, et c'est des trucs qui nous échappent un peu. Mais pour ceux qui connaissent, en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont... Mais il parle super vite, c'est un vrai sniper. Enfin, moi, sans les sous-titres, j'ai vachement de mal. Hein. J'ai essayé de regarder Nevermind, les meilleurs passages et tout. J'ai pas quand même tout saisi. Hein. Vous devez être totalement bilingue, mais
Moi, Ah. j'aimerais bien avoir quelques trucs sous-titrés quand même. Pour être franc, c'est vrai que les séries anglaises, c'est toujours un peu un défi. Je parle pas de l'accent à proprement parler, mais c'est souvent effectivement assez speed et aussi très haut perché. J'ai remarqué que je pense notamment à une série comme The IT Crowd, où effectivement les persos sont souvent comme ça le personnage de, comment s'appelle-t-il, de Moss par exemple, qui a une voix vraiment très très particulière. Donc ça aide pas. Donc il y a des fois où je suis pas mécontent par moment d'avoir des sous-titres aussi. Alex, hein, t'es pas toute seule là-dessus. Ça me rassure. Ouais. Mais et il y a aussi un dernier point, parce qu'on parlait tranche de vie, etc., de ce qui t'avait plutôt plu dans Grandma's House, c'est que il incarnait aussi un personnage de psychiatre. On y reviendra un peu après, parce qu'il y a quelque chose quand même de pas mal fil rouge, thérapeutique au sens très large du terme dans Set Free, dont on va vous parler dans quelques instants. Je sais pas, David, si tu voulais préciser d'autres choses sur la vie et l'œuvre du bonhomme, ou sinon on pourra enchaîner avec son show. Écoute, je pense qu'on peut rentrer dans le dur et parler directement de son show, puisque de toute façon, il parle pas mal de sa vie dedans. Et il y a peut-être un petit truc qu'on peut signaler quand même, et qui est important et qui structure pas mal toute son écriture, en tout cas une partie de son écriture, c'est que Simon Amstell est homosexuel. Oui. C'est un sujet qui revient beaucoup. Il ne s'en cache pas et il fait état de ses relations amoureuses vraiment au fil de ses spectacles. Il revient sur sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, son désir par rapport aux autres hommes, etc. C'est un truc assez important, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien que tu le précises parce que je trouve, bon, c'est un truc, je pense que les gens apprendront à le connaître ou ils m'ont peut-être déjà entendu éventuellement sur 2 émissions avec toi, par exemple, David, mais c'est un truc où on n'est pas sur un cliché, parce on l'a précisé très rapidement, mais on est sur une production Netflix, en l'occurrence, sur ce format-là, et on n'est pas sur ce qu'il peut y avoir d'un peu, je trouve, des fois un peu problématique dans Netflix, de côté trop vindicatif sur toute cette veine, effectivement, LGBTQ, qui est des fois un peu maladroit tellement il y a ce côté-là. Par exemple, c'est un petit running gag avec tous les trois. On a beaucoup, on va dire, fait travailler au corps Alexandra pour qu'elle voit Nanette de Anna Gatsby. Ah, je savais que t'allais parler d'elle. À chaque fois, il faut qu'on parle d'elle. Et que je te dise qu'elle m'agace. Je suis amoureux. Et non, mais blague à part, justement, j'avais tout à fait compris que, par exemple, Alex pouvait être embêté par ce personnage-là ou ce genre de spectacle-là, parce qu'il y a vraiment un truc très vindicatif. Dans le cas de Simon Amstell, c'est beaucoup plus fluide, je trouve. Il en parle comme on en parlerait effectivement de manière, il n'y a pas une dimension avec des tendants militants ou quoi que ce soit. Ça va vraiment de soi. Un petit peu, on va en reparler. Ouais. C'est pas un spectacle militant, c'est un spectacle où il parle de lui. C'est ça. Et ça fait 10 ans que ça fait partie de son sujet quand même. En stand-up, encore davantage avec ses travaux précédents, mais en stand-up, ça fait 10 ans qu'il parle ouvertement de ses mecs, de ses rencontres, etc. Et ça fait partie du personnage. Quand on va voir Simon Amstell, on va voir Simon Amstell. Ça fait partie de lui, quoi. Ouais. Il faut accepter que ce soit un peu redondant, quoi. Parce que le peu que j'ai vu de Do Nothing, effectivement, il y a des sujets, oui, c'est les mêmes. Hein. Et comment il a rencontré ses premiers mecs. C'est clairement. Il y a des trucs un peu gênants aussi. Ouais, c'est des updates un peu du même à chaque fois. Ouais. Mais ça reste drôle et même si c'est un peu une leçon sur la tolérance et tout, c'est moins vénère effectivement que Anna Gatsby qui s'énerve et qui est vraiment dans une lutte. On se dit quand est-ce que ça redevient drôle parfois. mais oui là ça m'a pas dérangé. Ouais. Ça va. Alors justement, Alexandra, t'as la parole, je vais te la laisser. Globalement, on rentrera dans le détail évidemment, hein, mais qu'est-ce que tu en as pensé en plantant le décor de ce que c'est que ce spectacle? Je l'ai regardé en 2 fois. En fait, j'ai commencé la première fois et je me suis arrêtée assez vite, pas parce que j'en avais marre, mais voilà, parce que j'étais pas assez concentrée dessus. Et du coup, je me suis arrêtée à un moment où je me suis dit, il va parler que de cul, ça va m'énerver. C'est gênant, il va trop loin. Voilà. Enfin, pourtant, voilà. Je me choque pas facilement, mais je me suis dit, le sujet risque de tourner en rond, ça va pas me plaire. Et en fait, non. La deuxième fois, je sais pas, j'étais peut-être dans de meilleures dispositions, j'en sais rien, et j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai trouvé que c'était un peu une petite séance de psy gratuite. J'ai bien aimé.
C'est marrant, Et, j'ai eu la même, ouais. j'ai eu la même façon de l'appréhender, pareil, en 2 temps. Ouais. Mais vas-y, excuse-moi, je te laisse Il continuer. y a peut-être un quart d'heure, voilà, où je me suis dit c'est un peu long, où je savais pas où je voulais en venir. Et en fait, non, je crois que la deuxième partie, peut-être du stand-up, m'a vraiment plu. Mhm. Et il y a même des passages où que je regarderai encore, pourquoi pas. Donc dans l'ensemble, non, je lui donnerai une très bonne note à ce Bon, spectacle. bon feeling, bah parfait. Et toi, David? Et moi, alors, déjà, je sais pas comment vous avez vécu le visionnage, mais je dirais que c'est pas un spectacle où on rit vraiment aux éclats non plus Ouais. toutes les 2 minutes. On est quand même sur un humour qui est Coucou un peu Kairon. pince sans rire. Ouais, c'est un peu pince sans rire. Lui, il a un personnage qui est assez froid quand même. C'est pas la grosse marade. Cependant, moi, ça a 100% marché sur moi. Je trouve qu'il y a une qualité d'écriture qui est formidable. Il y a une espèce de vulnérabilité en plus de sincérité dans Oui, il la est touchant. Hein. Il est super touchant. Et je vais même aller au-delà de ça. Moi, ça a tellement marché sur moi que j'ai quand même grave réussi à m'identifier. Et je pense que de son cas particulier à lui, il arrive quand même à tendre vers des trucs qui sont assez universels, alors que c'est un personnage qui est quand même assez spécifique. Ouais, comme c'est tu un disais au mec qui est début. en thérapie depuis des années, Ouais. il est juif, il est homosexuel, il est anglais, c'est une célébrité de la télévision. C'est quand même pas un truc qui a priori parle à tout le monde, mais dans son rapport au monde et dans ses expériences, la façon dont il en parle, etc., on arrive à rentrer dans le truc et à s'y identifier, je trouve, avec une certaine aisance, et il t'attrape comme ça dans le truc. Et ce qui passe au début du spectacle pour une espèce de pessimisme un peu noir, tu te dis je vais ressortir plombé de ce truc, finalement, il y a une forme de légèreté qui naît de son écriture, et qui m'a vraiment plu à moi en tout cas. Ouais, bah encore une fois, en fait, je vous retrouve dans ce que vous dites, que ce soit la façon de visionner ou ce que moi, c'était plus le cliché des formations professionnelles oblige, le cliché thérapie, en fait. Moi, j'avais très peur au début que ce soit, je me dis, putain, encore un énième névrosé, rejeton de Woody Allen dans le truc de ma vie, c'est ça, et je suis en thérapie ou un Lucchini, si on veut être franchouillard. Et en l'occurrence, bah non, en fait, il a réussi à la tout derniers instants d'ailleurs, les 15 dernières minutes du spectacle, en fait, tout prend vraiment sens et ça se... Alors, je vais un petit peu spoiler, mais ça prend sens d'ailleurs autour d'une métaphore, on va dire d'un mécanisme physique qui est très lié au lâcher-prise. Voilà, j'en dirai pas plus, mais je pense que vous pouvez déjà... Voilà. Ouais. Et c'est là aussi où on se rend compte en fait que, comme vous avez dit tous les deux, il y a ce côté, d'accord, le mec il est pas spécifiquement dans la punchline machin, mais le mec en est capable. Donc c'est là où tu te rends compte quand même qu'il y a un vrai talent qui se repose pas exclusivement sur de la pure formule et qu'il y a un vrai talent d'écriture sur le long cours et qu'il sait où il va t'amener d'ailleurs. Et je terminerai, je vous redonne la parole juste derrière, sur l'introduction, qui est un truc, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, qui me gonfle dans les formats Netflix, ces fameuses introductions formats qui sont hors de la scène, où à chaque fois il y a un truc plus ou moins réussi au début. Et là, c'est une des rares que j'ai trouvé assez sympa. Parce qu'en gros, l'introduction, il est dans un petit chemin de forêt, et il y a un petit plan qui le suit un peu de derrière, et d'ailleurs, le plan final avec le staff, bah, c'est à peu près pareil, mais avec un plan de caméra plus lointain, et une espèce de petite lumière, voilà, qui nimbe le truc de son chemin, qui continue malgré tout, et ça rejoint ce que vous disiez, effectivement, on n'en sort pas plombé, en fait, c'est un assez bon moment. Voilà, en tout cas pour mon contact avec Amstel, avant qu'on continue d'en parler ensemble. Je sais pas si vous vouliez prolonger peut-être sur un truc plus particulier du spectacle ou. Moi j'ai apprécié aussi l'intro. Mm-hmm. Il faut dire aussi qu'elle est expédiée en 20 secondes, hein, c'est ce qui est appréciable. Oui. Merci, oui. On est d'accord. C'est ça qui est assez cool. Est-ce que tu veux aborder le spectacle par thématique un peu peut-être, Mehdi Ouais. Oui, je pense que on a commenté. Je pense que ça peut être pas mal, ouais, on peut... Alors j'ai lâché un des... On va fonctionner l'instant hashtag, on appellera peut-être ça, parce qu'on est en train de construire, effectivement, progressivement, reconstruire l'émission. Donc l'instant hashtag, on pourrait commencer effectivement par le titre et la proposition, hein, donc c'est set free, c'est d'une certaine manière, je pense en traduction
plus ou moins littéral et correct, ce serait se libérer d'une certaine façon. Et en gros, c'est un petit peu ça, c'est de quoi est-ce qu'on se libère. Je parlais d'une dimension thérapeutique, alors pas simplement le fait d'être en thérapie avec un psychiatre, psychologue, psychanalyste, mais simplement, il parle aussi beaucoup des méthodes alternatives de soins. Et il y a un moment où il parle du fait qu'il a essayé l'acupuncture et machin. Et donc on sent, et puis même, il y a des petits indices au niveau de sa tenue, il a un côté très un peu, j'irais pas jusqu'à dire baba cool, mais il a une tenue simple, mais il y a des petits trucs d'habillage, il a une espèce de bracelet un petit peu machin. Donc voilà, il y a un côté très, même dans la tenue, je pense qu'il y a son personnage à la ville aussi, très décontracté, donc je pense que c'est un peu le cœur et de la contradiction de son spectacle. Et fun fact d'ailleurs, j'étais en panique pendant quasiment tout le spectacle parce que ses lacets sont extrêmement relâchés, et pendant tout le spectacle j'ai bloqué et je me disais putain, il va marcher sur ses lacets, mais pourtant d'habitude je le suis pas en fait, je suis pas plus que ça, et j'ai bloqué sur ses lacets. Je me suis dit il va se casser la gueule, refais tes lacets, tu sais. Genre la mère juive, tu sais, refais tes lacets mon fils. Et voilà, donc bref, en tout cas on peut peut-être partir de ça, savoir comment vous l'avez ressenti, vécu ce côté thérapie, ce côté se libérer. Moi j'adore. Ouais, bon bah vas-y Alex. Ouais, non, mais j'adore parce que j'aime bien son côté sarcastique où il nous dit la vie n'est que souffrance. Moi j'aime bien l'humour noir, donc ça m'a pas dérangé du tout quand il plombait l'ambiance, au contraire. Mais par contre j'ai remarqué qu'il y a des petits trucs qui étaient qu'il avait repioché de son stand-up d'avant, mais mot pour mot, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, je suppose que c'est pas le seul à le faire. Il s'est autocopie comique, quoi. Bah oui, quand il dit aux gens qui viennent voir un spectacle pour pour vivre, pour pouvoir raconter après qu'ils ont une vie et qu'ils ont fait quelque chose et que leur existence n'est pas si vide que ça, et que c'est très pour combler le vide, quoi. C'est vraiment comment oublier la mort par le divertissement. C'est ça. On est chez Pascal là. Ouais. C'est vrai. Et c'est des trucs, en effet, je pense qu'ils sont un petit peu redondants chez le personnage. Comme il y a aussi des formules qui sont un peu... Tu parlais de Woody Allen tout à l'heure, il y a un peu ce côté-là quand il dit j'aurai 79 ans dans 40 ans, mais combien de temps ça va encore durer tout ça? Ouais. Combien de temps il faut se farcir la vie encore? Il y a des côtés un peu punchline dépressive, mais ça s'arrête pas là. Et il y a un côté aussi... Il revient aux sources de sa dépression. Il explique sa relation avec ses parents, sa relation avec son père, son sentiment d'abandon, quelle relation il a avec lui actuellement. Et en fait, il y a une vraie sincérité là-dedans. Et pareil, quand il parle de... ça pourrait être un truc de poseur de dire, moi j'ai pris de l'ayahuasca et j'ai fait des expériences transcendantales et c'est trop New Age, ils sont trop cons, c'est hippie et tout. Ça pourrait être ça, mais en fait, pas du tout. Quand il l'évoque, il y a un truc hyper sincère. Ouais. Il parle des mauvais côtés, mais il dit aussi que ça a été des étapes, des espèces de jalons et tout qui mènent vers cette libération finale, justement, qui est... et je trouve ça vachement beau de parler comme ça des drogues aussi. Oui. Et c'est extrêmement rare, je pense. C'est... Aussi subtilement, ouais, je suis d'accord. Il a une formule d'ailleurs, alors l'idée c'est pas qu'on vous révèle toutes les formules des spectacles dont on va vous parler, mais pas sur l'ayahuasca, mais sur les champignons hallucinogènes, et il dit je me suis jamais rendu compte, on va dire, de la futilité de mon être, ou qu'on n'ait pas grand chose qu'avec des champignons, beaucoup plus qu'avec des années de thérapie. Donc, et il le fait pas non plus, comme tu le dis très bien, dans un truc allez-y, testez tout, machin, un truc un peu bec BD, on va dire. Il le fait vraiment dans un truc, mon parcours de vie, ça a été ça. Et il se trouve que, sur moi, ça a eu cet effet-là. Je suis d'accord. Donc, c'est hyper sincère. Ça, c'est un peu border par moment, hein, parce que... Ouais, voilà. Mais le côté confession, parfois, ça peut être gênant, mais en même temps, c'est ça qui nous fait aimer... accroché sur un spectacle, je crois. Quand on a vraiment l'impression que l'artiste se livre complètement, même sur des trucs qu'il pourrait dire à personne d'autre, et qui en fait il est en train de le confier à des millions de gens, quoi. Genre quand il dit je parle à mon thérapie sur le fait que je suis attirée par les jeunes hommes. Je sais pas, moi je trouvais ça gênant, quoi. Qu'il me dit prenez-moi peut-être pour un pervers, mais en fait je suis juste narcissique, que je cherche le jeune homme qui est je cherche moi, en fait, dans le jeune homme de 18 ans. Mais il y a des petits trucs comme ça, moi, je trouve ça gênant et en même temps mignon. Ouais.
Ouais, il ménage ça de manière assez forte. David, du coup, tu disais un truc un petit peu plus tôt sur la figure un peu caricaturale du mec, où tu pourrais te dire, comme on l'a récapitulé tout à l'heure, encore un personnage effectivement de juif névrosé, etc. Mais d'un autre côté, ce qui est vachement chouette dans le show, c'est qu'il s'en sert comme justement cette gimmick qui contourne totalement, quoi. Parce qu'au final, il a ce côté effectivement très classique, entre guillemets, très cliché, et en même temps, il a ces moments où il parle des drogues ou des trucs un peu plus funky. Il alterne entre une position soit très funky, j'ai fait de l'ayahuasca, des champignons, ou alors au contraire très très pépère. Il revient effectivement à une figure très pantouflarde, ou des rapports avec son mec, ce que son couple traverse, etc., etc. Bah écoute, moi je trouve que quand même vous m'entendez bien là ou pas? Il y a eu une petite Ouais, D'accord. il y a des coupures. Je trouve qu'il transcende bien ce truc de figure un peu à la Woody Allen, à laquelle je m'attendais moi au départ en connaissant pas du tout le personnage. Et il est pas du tout dans une posture, tu vois, moi je suis ce type de personne, je suis un peu le stéréotype du mec qui va chez le psy et qui est juif, etc. Il en parle, mais quand il en parle, c'est toujours pour mettre en évidence quelque chose, tu vois. Quand il parle, quand il confronte par exemple son homosexualité à sa judéité par rapport au texte, en disant que en gros dans l'Ancien Testament on est censé brûler les Juifs et qu'il en a parlé à son père et que son père lui a dit oui en effet on est censé le faire mais bon c'est pas moi qui vais m'en occuper, j'ai autre chose à foutre, tu vois. C'est super intéressant parce que c'est vraiment un type qui va dire voilà ça c'est des aspects de ma personnalité et quand il se confronte pour former le tout que je suis, ça crée ces tensions-là, ça soulève ces problèmes-là, etc. Et c'est pas du tout un truc de poseur ou de réutilisation d'une figure telle que Woody Allen, par exemple, nous l'a servi dans le cinéma au travers de tous les personnages qui ont été ses avatars, tu vois. Il a sa spécificité et c'est ça qui le rend hyper touchant, moi, je trouve. Oui, et puis peut-être que ça rejoint, alors je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça par rapport à la présentation qu'on a fait de lui au début avec David, c'est que ça rejoint son côté authentique, hein, d'ailleurs Alexandra le soulignait, c'est que la plupart des séries ou des choses qu'il a pu proposer parlent de lui, quoi. Donc d'une certaine manière, ça reste globalement assez cohérent. Et le mot narcissique est très souvent prononcé dans son travail, hein. Dans ce spectacle-là, comme dans les précédents, et je pense que c'est quelque chose qu'il embrasse aussi beaucoup. Et qui peut, je pense, rebuter certaines personnes aussi, quoi. Bah c'est marrant que tu soulignes ça parce que justement je trouve encore une fois des formations professionnelles sur le champ on va dire psychanalyse, c'est que il est comment dire, il fait un bon usage du terme narcissique parce que très souvent les gens vont être persuadés que le terme narcissique ça va être quelqu'un justement qui est forcément imbu de sa personne, alors qu'en réalité le narcissisme c'est un moteur, un truc qui nous fait fonctionner. Si vraiment on veut parler de quelqu'un d'imbu de sa personne, on va parler de quelqu'un qui est égotique ou quelque chose comme ça, éventuellement, mais le narcissisme, c'est notre moteur, hein. Si tu regardes du côté de la psychanalyse, c'est les textes fondamentaux, hein. Y en a un qui est assez connu, qu'on connaît sur le côté pulsion de vie, pulsion de mort, mais aussi narcissisme de vie et de mort, bah c'est un peu ce qui nous tient dans les deux extrêmes qui composent l'être humain, et c'est là où je trouve que, justement, tu connais que à la fois le mec a un recul sur lui, et en même temps, il sait quand même à peu près de quoi il parle. Mais en même temps, il te l'impose jamais, malgré ce qu'on suppose de son intelligence, son érudition. C'est ça qui est cool. Non, il est pas du tout en train d'étaler sa culture, hein. Je pense pas qu'on soit sur un spectacle élitiste du tout. Il n'y a pas ce côté un télo new-yorkais, mais alors vraiment, on est très loin de ça. En revanche, ce qui est vrai, c'est que on n'est pas non plus dans un stand-up sur le registre de je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens ça vous est déjà arrivé à vous, c'est pas du tout ça son propos, quoi. Il parle de Simon Amstel, le mec, quoi. Tu veux dire 70% du stand-up français? mais je pense que c'est quelque chose qui est relativement inhérent au c'est fréquent dans le stand-up et c'est comme ça qu'il se singularise aussi un peu, je pense, Simon Amstel. C'est vraiment en allant à fond dans l'autofiction, l'autoportrait, etc., quoi.
Est-ce que du coup il y a d'autres thématiques qui t'ont intéressé, toi, Alexandra, sur l'ensemble du spectacle, même si on en a couvertes pas mal déjà? Bah, le fond des sujets en eux-mêmes, quoi, le fait que personne ne soit spécial, enfin, ça se dit ça? Personne Oui, ne soit oui, que oui. personne n'est spécial, Oui, ouais. que qu'on joue tous un rôle quelque part, Mm. qu'on en veut toujours plus, qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on Ouais, a, c'est voilà, ça. toutes ces thématiques-là, ça m'a bien parlé, ouais. Ouais. Et là-dessus, alors moi je voulais vous lancer sur un autre truc, parce qu'on sera toujours, je pense, amené à faire des parallèles les uns les autres, mais alors je sais pas si c'est son physique qui me renvoie ça, son côté un peu comme ça nonchalant, mais alors ils sont pas fondamentalement sur le même registre, que ce soit dans la construction de leur sketch, etc., de leur âge, de leur génération, mais je sais pas pourquoi, en parlant avec vous, il me fait penser d'une certaine manière à un Roman Frécinet, mais plus le Roman Frécinet qu'on va avoir, pas forcément ni dans ses interventions en mode sketch chez Mouloud Achour à Click, ou alors dans son stand-up, mais plus le Frécinet qu'on a dans le format Migraine, peut-être resituer Migraine qui est un format Moi, je connais court. pas bien, moi. Bah, Migraine, c'est un format court, en général, je crois que ça excède pas les 5 minutes dans ces eaux-là, et en gros, tu prends une thématique et tu creuses sur un truc où il se confronte à différentes représentations de lui. En fait, le plan classique, c'est que tu as un début de situation et après tu rentres dans son cerveau au travers de son œil et il y a un truc en fond blanc total et il y a deux avatars de lui-même en fait qui sont en train de se parler et il se parle à lui-même au travers de différents avatars de lui. Donc voilà, David, ça avait l'air de te parler un petit peu, enfin t'avais l'air d'être Moi, j'aime beaucoup d'accord. ce format migraine j'aime bien Roman Frécinet en général, mais Pareil. ce format est très cool. Il y a quand même des grosses différences formelles, quoi, je trouve, dans la mesure où déjà, bon, Frécinet, il va à 100 à l'heure tout le temps, et surtout, là, c'est sur le mode du dialogue, ce qui est pas vraiment le cas avec Simon Amstel, tu vois. Mais après, dans le ton, pas dans la forme, mais plus sur le fond, je vois où tu veux en venir. Ouais. Et peut-être qu'aussi, il y a un truc, après, c'est du ressenti sur qu'est-ce que tu ressens de la personnalité des gens et tout. Mais tu vois que les mecs, ils sont peut-être un peu taillés dans le même bois, quoi. Ouais. Ça, je suis d'accord. J'avais ce feeling-là, mais tu fais bien de le préciser. Puis on vous invite à aller voir, hein, c'est dispo sur YouTube. Vous tapez Migraine Roman Frécinet, vous allez trouver l'ensemble de ces formats vidéo. Et voilà, c'est le petit truc, ça se picore, ça se regarde. C'est comme les brefs, quoi. Vous pouvez vous retrouver à vous faire une soirée à avoir quasiment tout maté d'une traite. Voilà, en tout cas, c'était pour petit parallèle qu'on peut faire. D'autres choses peut-être sur ce. Ouais, moi, je ouais, voudrais bien David. revenir sur un truc qu'elle a dit, Alex, tout Oui. à l'heure. Notamment quand elle a parlé de la façon dont elle avait regardé le spectacle. Ouais. Tu as dit que tu avais été gêné parce que ça parlait beaucoup de cul, c'est ça? C'était le passage, alors je sais plus s'il en était à ces histoires de sex party ou sur sa première visite de Paris, là. Je sais pas, mais c'était ce passage-là, ouais. Où je me suis dit, j'ai pas vraiment envie de savoir, mais c'est mon côté prude. Ouais. Et t'en as pensé quoi, toi, Mehdi? Ça m'a pas plus choqué, on va dire, mais enfin c'est même pas une histoire de choquer, parce que effectivement, comme le disait Alex, et je peux témoigner, elle est loin d'être coincée, au contraire, mais ça m'a pas dérangé, ouais, ça s'intégrait, ça s'insérait dans le reste du personnage et de ce que je disais au tout début, Et de surtout, parler. moi, j'ai l'impression qu'il parle jamais vraiment de cul pour parler de cul, mais qu'il Voilà. parle de cul pour parler de son couple, en fait. C'est ça. À chaque fois. Et justement, la sex party, c'est un peu l'aboutissement de crise du couple, quoi. De moments de crise du couple, ouais. Et pas tant de crise, mais plutôt de qu'est-ce qu'on fait de son désir qu'on continue de ressentir pour les autres quand on est dans une situation de couple, en fait. Bah, Tu vois. Oui, mais moi je parle pas de ces choses-là, hein. Ça, c'est une source de dispute avec mon mec. C'est pour ça que j'ai été contente de regarder toute seule, parce que j'ai pas du tout envie D'accord. d'avoir ce genre de discussion. Tu vois, chérie. Ouais, non. D'accord. mais bon. Super intéressant, je trouve, pour les personnes qui sont en situation de couple, d'entendre quelqu'un dire bah, l'autre jour, j'étais à une soirée, j'ai vu une personne, Ouais, et j'ai eu le kiffé. courage d'en parler à mon partenaire, Mm. à mon compagnon en l'occurrence.
Et ben c'est super intéressant, je trouve. Tu Alors, vois, comme façon de parler de cul, c'est pas du tout sur le mode d'une blague graveleuse ou quoi. Enfin, ça, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Mais je pense que, alors deux choses, déjà pour la question quand je parlais de crise, hein, je parle vraiment au sens originaire du terme, c'est des ruptures, c'est des moments où effectivement t'es dans des tournants de ta relation ou de ton couple, comme tu veux appeler ça, et Ouais, de surtout, moments critiques un peu. ouais voilà c'est ça, Ouais, ouais. exactement, moment critique, et surtout moi là ce que je vois purement en termes d'analyse de comportement humain. Enfin, c'est pas, quand je dis c'est pas donné à tout le monde, je suis pas en train de te dire wesh on est des surhommes quoi, mais plutôt du fait d'arriver avec cette franchise là et cet apaisement, de parler de ces choses là aussi ouvertement, c'est pas évident quoi. C'est pas évident Non, parce ça que c'est clair. bah, justement c'est ça qui est très fort dans son spectacle. Lui il a de cesse de répéter en filigrane, je peux parler de ça parce que j'ai fait tout ce chemin. Et je reviens à l'intro effectivement du spectacle où finalement ça fait vachement sens au début et à la fin. C'est que tout le spectacle parle d'un cheminement, et même ce que je vous disais au tout début, pour moi au début c'était relou parce que comment dire, sur les 3 quarts du spectacle avant le dernier quart d'heure, je me disais ouais mais où il m'emmène, et ça n'a vraiment fait sens qu'à la fin quoi. Je voyais de quoi il parlait, mais je me disais encore un spectacle, un énième spectacle d'alignement de névrose, mais en réalité non. Donc c'est pour ça que je pense que c'est aussi une question de rigueur ou de recul sur soi-même. C'est pas évident en fait sur ces sujets-là de pouvoir en parler aussi ouvertement. Ouais. Mais moi, il y a un truc sur lequel je voudrais insister parce que ça n'a pas tellement transparu dans ce qu'on a dit jusqu'ici. Et je vais le dire d'une façon peut-être un petit peu naïve, mais en fait, le discours de son spectacle est quand même très positif. Parce qu'on a parlé d'un mec sarcastique, déçu du monde, déçu de la vie, qui parlait de la mort ou que sais-je encore. Mais le discours, c'est quand même un discours de on peut devenir meilleur, on peut avoir des relations riches avec les autres, on peut dépasser les barrières sociales, on peut dépasser ses propres névroses, ses traumas, etc. Le fond du discours, c'est quand même ça, et je trouve que c'est cool et positif d'entendre un truc comme ça, quoi. Et toi qui as regardé les deux spectacles, t'as pas l'impression que le premier stand-up, la Do Nothing, il a une ouverture à la fin beaucoup plus positive que le deuxième? Enfin, j'ai l'impression que dans le premier, il nous dit vraiment, quoi qu'il arrive, enfin, quels que soient les problèmes qu'on a eu dans son enfance, le passé qu'on a, les parents qu'on a, la famille qu'on choisit pas, les événements, voilà, tout n'est que perception. Et si on veut que la vie soit naze, elle est naze. Et si on l'accepte et qu'on est dans l'acceptation de tout, tout va mieux. Et alors que dans le deuxième, oui, c'est positif à la fin quand même, mais il faut une petite aide, une petite drogue quand même, ça aiderait quoi. J'ai l'impression que. En l'occurrence, ça passe par des expériences, des pluies, mais c'est surtout des moments qui lui ont ouvert les yeux sur certains trucs, tu vois. Je pense que c'est ça qui compte. C'est ce moment où il dit les barrières sociales, on peut les dépasser. Ou bien ce moment où je pensais ne pas avoir voix au chapitre, et ben j'ai réussi à m'exprimer, j'ai réussi à parler, et j'ai mis fin à la misogynie. Tu vois, ce qui Oui. ça me fait super rire, par exemple. Mm. Après, oui, mais il y a un côté un peu plus je m'en foutiste peut-être dans l'ouverture du premier spectacle, enfin de Do Nothing en tout cas. Un peu plus au fond, on s'en fout, et tout ça, si on s'en fout, on peut vivre avec. Tandis que dans le deuxième, enfin dans cette fuite, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une vraie libération qui est plus ressentie par le personnage et dont il veut nous faire part, quoi. Ouais, moi, je vous rejoins. Après, je suis un petit peu connu par Alex et David, mais pour ceux qui me découvriraient pour le découpage de cheveux en 15, j'aurais peut-être utilisé un autre mot que purement positif. Je trouve que c'est presque réducteur pour lui. C'est simplement, en fait, qu'il te C'est pour ça que laisse... j'avais dit que je le dirais naïvement, parce que C'est vrai, j'aime c'est pas vrai. beaucoup ce mot non plus. C'est Mais... vrai, t'as raison, tu t'as fait un disclaimer. Mais en réalité, c'est plutôt que, et pour moi, c'est comme ça que me parlent en tout cas les œuvres en règle générale de fiction. C'est comment est-ce qu'une œuvre, que ce soit un film, que ce soit un stand-up, que ce soit donc du seul en scène, que ce soit un jeu vidéo, te laisse une place à toi en tant que spectateur / acteur. C'est-à-dire qu'elle est... comment est-ce que toi, tu te dépatouilles de ce qu'on te propose. Et pas simplement, j'ai proposé un truc formel,
je te l'ai posé / imposé et deal with it et tu te démerdes avec. Là, au contraire, c'est justement un truc où tu peux effectivement avoir des moments de recul, comme nous disait Alexandra, de nous dire ah non, mais là je suis pas trop dans ce mood-là sur ce genre de sujet-là et je suis bien content d'avoir vu seul finalement, ou à l'inverse se dire ouais il va peut-être un peu vite sur. Et ouais, c'est là où je trouve vraiment qu'il y a une vraie réussite, et pourtant je me répète beaucoup, je partais pas conti sur le côté cliché névrosé en règle générale. Donc c'est vraiment pour ça que je te rejoins sur ta proposition, David, que c'est particulièrement réussi comme spectacle. Et ce que je constate, c'est que ça te fait particulièrement parler avec ta petite casquette de psy, et c'est très appréciable, et je t'ai pas toujours entendu parler des spectacles avec ce regard-là, tu vois. Carrément, parce que là, c'est comme je le dis souvent sur les podcasts, là, ça s'y prête. Donc en fait, je parle de cette casquette-là quand ça s'y prête, et en l'occurrence, il y a du grain à moudre là-dessus. Ça n'a pas forcément été le cas jusque-là, mais ouais, carrément. Donc comme quoi, double effet qui se coule de ce Simon Amstell. Peut-être un dernier mot vous concernant tous les deux sur son spectacle, puis après, je pense qu'on a fait un joli tour. On pourra peut-être clore cette première émission de comédie. Alex, peut-être. Ouais. Non, j'ai pas vraiment de conclusion, mais comme je le disais, je pense que je vais essayer de chercher et de le connaître davantage. Je sais pas si c'est... Enfin, il y a combien de spectacles? Il en a pas beaucoup, non? 3-4. Mais j'aimerais bien essayer de tous les voir parce que je trouve que c'est un truc intime qu'on partage avec lui, et c'est une petite séance privilégiée de psychothérapie. Et moi qui n'ai jamais mis les pieds chez un psy, ça m'intéresse. Moi non plus. Et toi, David? Ouais, moi j'ai pas grand chose à ajouter non plus. Je voudrais pas trop déflorer le spectacle, parce qu'il est assez court, il dure 50 minutes. On en a quand même déjà pas mal dit, et franchement, je pense qu'il faut se confronter au personnage. Ça parlera certainement pas à tout le monde. En tout cas, tout le monde est peut-être pas capable de l'apprécier lui, parce que je pense que c'est un peu une condition sine qua non pour aimer son spectacle. Mais allez-y, confrontez-vous au personnage. Regardez ce qu'il a fait en stand-up, regardez ce qu'il a fait comme émission. Il y a plein de matières. C'est un type qu'on découvre aujourd'hui, nous, en 2020, alors qu'il a quand même une belle carrière derrière lui, et franchement, allez-y, voilà. Eh ben écoutez, ma foi c'est pas mal. Moi je referai une recommandation que j'ai fait plus tôt, qui est Flight of the Conchords, qui a l'air d'un petit peu être raccord avec une partie de sa carrière sur laquelle, comme Alexandra et David, probablement je vais aller creuser davantage, et je rebondis vraiment sur... C'est un peu le but de cette émission aussi, c'est sortir un petit peu aussi de sa zone de confort, entre guillemets, sur certains types de shows, de choses comme ça. L'idée c'est pas forcément que vous deveniez des fans hardcore du bonhomme, mais en tout cas il a une proposition qu'on trouve intéressante, et surtout, je terminerai là-dessus, maîtrisée. Voilà. Et bah très bien, merci les amis. On va terminer comme d'habitude sur le manière éventuellement d'échanger avec vous. Alors Alexandra, c'est un peu comme d'habitude, vous passez à la direction et on transmettra si vous avez envie d'échanger ou de dire ouais, je suis totalement d'accord, moi aussi je suis en mode malaise sur certains spectacles, ou à l'inverse, je suis pas d'accord du tout. Et David, on te retrouve sur les internets, principalement du côté de Twitter, où tu partages tes coups de gueule et tes kiffs professionnels et au-delà. Pour moi, ouais, sur Twitter. Voilà. Twitter, c'est pour les blagues ou la politique ou un peu de tout. Et si vous voulez plus voir mon boulot, parce que je travaille dans l'audiovisuel dans la vie, ce sera plus Instagram. Et c'était le même pour les deux, @DavidEliLevy. Et ben voilà, c'est noté. De toute façon, vous aurez la magie du montage. Pour ma part, donc, Mehdi et tout l'univers des podcasts dont font partie David et Alexandra. Vous nous retrouvez sur Facebook, Twitter, Instagram, sur les pages YouTube pour la rediffusion, ou de toute façon, vous nous découvrirez sur cette vidéo, mais aussi au format podcast. Sinon, on n'aurait pas appelé ça des podcasts, sinon c'est pas drôle. Donc, vous aurez le loisir d'écouter ça, ou donc en mode balado-diffusion, comme disent nos amis de la maison de la radio, ou de regarder ça en vidéo pour profiter de nos bouilles. On vous dit donc rendez-vous pour le prochain numéro de Comédie, et puis d'ici là, prenez soin de vous, surtout par les temps qui courent. Ciao ciao. Allez, à bientôt, salut.